On va commencer par le CAC 40. J'ai communiqué aujourd'hui un article en fait justement qui parlait du CAC. Je vous avais dit que les indices pouvaient être dans un schéma où il offrirait une formation possiblement en triangle. Euh, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs faisceaux concordants par rapport à ça. Euh, si on regarde avec un peu de recul le CAC en mensuel, bon, vous voyez, on est dans une grande congestion hein, des cours. On sait que le CAC a fait l'objet d'un recalcul, donc ça a évidemment biaisé les cours tels qu'ils apparaissent là par rapport au DAX, hein, qui lui est bien plus haut en relatif. Néanmoins, en termes d'analyse technique, on voit bien qu'ici le CAC est capé, j'ai envie de dire, est bordé par une ligne de tendance, par une oblique en fait de moyen terme qui a provoqué donc un retracement important hein, sur le seuil des 5003. Et ce que l'on peut voir maintenant, c'est qu'on a une oblique de soutien en dessous qui peut favoriser en fait l'émergence d'une structure en triangle. Pourquoi parce que justement les cours vont être coincés dans cette oblique et ils peuvent être tentés donc de latéraliser. Le fait est que nous sommes dans une tendance haussière. On voit très bien le décompte 1, 2, 3, 4, 5, donc vague 3 ici. Nous sommes en vague 4. La vague 4 a pu se terminer ici, hein, donc on peut déborder en fait cette oblique, mais on a quand même à ce niveau-ci, hein, sur les 5000, ouais, les 5100 à peu près, on a un niveau de résistance important, et donc je serais pas surpris qu'en fait une formation en triangle naisse au regard de ces contraintes. Alors, si on va voir un peu plus bas, je vais vous faire voir, donc j'ai mon PC qui rame beaucoup. J'espère qu'il ne sature pas de votre côté. Voilà, donc j'amène ma fenêtre. Voilà. Donc c'est ce que j'ai indiqué. Alors attendez, il faut quelques secondes. Vous voyez, c'est ce que j'ai indiqué dans mon article donc quotidien. Et après, on va parler du forex. Euh, En fait, on a eu un retracement en 3 temps assez marqué ici, en fait, avec une belle vague C très impulsionnelle ici, donc A, B et C. On peut remarquer que ces vagues-là se font en 3 temps, vous voyez. 1, 2, 3, même si ici on peut décompter un peu plus que 3 temps, mais schématiquement on a du 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis pour former donc une grande vague, vous voyez, une grande vague A. Et là nous sommes de nouveau dans une structure un peu en 3 temps. Alors elle peut évidemment être en 5 temps si on vient casser donc l'oblique supérieure, hein. Ça c'est notre oblique de moyen terme. Et on retrouve ici plus ou moins l'oblique de court terme. Euh, Moi, ce que j'aime bien en fait, c'est vraiment l'angle représenté par chacune de ces obliques. On a vraiment un angle euh, en, enfin, à peu près égal en fait, hein. Si on regarde l'angle descendant ici, l'angle montant, on a vraiment le début potentiel d'une formation en triangle symétrique parfaite. D'accord. Et donc, je serais très curieux de savoir ce qui va se passer sur ce seuil-ci. Pourquoi c'est important pour moi? Simplement parce que les triangles symétriques sont des figures de continuation et qu'elles offrent souvent des points d'entrée intéressants dans la partie basse, dans leur partie basse. Donc, si le marché vient buter sur cette zone-ci, vous voyez sur le niveau d'expansion 1,618, donc on serait à ce moment-là, ça signerait grosso modo un retour sur les 5100. On aurait donc à la fois ce niveau donc, de résistance Fibonacci. Nous serions donc sous une zone de résistance, on va dire chartiste, et puis sous cette oblique. Donc on aurait donc à ce titre 3 niveaux distincts de résistance. Si je prends également ce canal, alors vous voyez le canal qui est ici, attention, c'est pas la fourchette d'Andrews initiale. La fourchette d'Andrews initiale, le pied est comme ceci. D'accord. Donc pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, on est en train de longer la médiane péniblement.
et le cours est actuellement posé sur ce fameux support. On voit bien ici que c'est un support chartiste, hein. Vous voyez ici les mèches, même si là c'est vrai que ça a été mangé un peu de toutes parts, on l'a de nouveau un peu polarisé ici, on bloque là, donc même si c'est pas très net, on est sur un support. Néanmoins, c'est pas forcément le support que j'ai envie d'acheter. Je préférais un retracement un peu plus profond. Alors, quand on voit en fait cette fourchette d'Andrews, on voit qu'un retour sur le bas de cette fourchette d'Andrews serait également en fait en confluence avec un pullback sur cette fourchette d'Andrews là parfaite, hein, très objective, sur les points hauts, points bas, points hauts. Donc un pullback de cette fourchette d'Andrews qui a été cassée par le haut. Donc si le marché vient retester cette zone là, il est à la fois en bas de cette fourchette d'Andrews-ci, en pullback de cette baissière cassée donc récemment, et également sur un niveau Fibonacci clé qui est également, vous voyez, une zone de support. Vous voyez, donc c'est une zone, hein, ça peut mécher un peu en dessous, mais toute cette zone-là, c'est une zone de support chartiste. Donc les 4780, c'est une zone qui est intéressante si le marché vient la rechercher pour, je pense, se repositionner dans le sens de cette tendance et aller chercher donc le haut de cette figure potentielle en triangle, d'accord, qui n'est absolument pas confirmé pour le moment, mais qui, voilà, quand je regarde, c'est vrai, quand je regarde l'angle que le marché prend sur ces obliques, pourrait devenir quelque chose de concret. Donc cette fourchette d'Andrews, si j'essaye de l'ajuster sur les hauts, puisqu'en fait, comme je vous disais la dernière fois, quand j'essaye d'acheter, je vais prendre comment dire, la forme la plus conservatrice au niveau du canal. Donc ici, ça veut dire que je vais aligner la fourchette sur les hauts. Donc la dernière information connue, vous voyez, comme ceci. Et je vais regarder ce qui se passe sur sa ligne médiane. Et sur la ligne médiane, on a des contacts intéressants. Vous voyez, ici on est en clôture. Et là, on a des contacts. Alors, c'est évidemment, il y a toujours une marge d'erreur, hein, mais il y a des contacts intéressants. Je ne suis pas tout à fait en haut. D'ailleurs, on peut recaler la fourchette un peu. Vous voyez, comme si, en fait, même si elle n'existait pas encore à ce moment-là, cette fourchette recalibrée sur les hauts, c'est comme si, en fait, le marché voyait quelque chose. Grosso modo, c'est comme si il travaillait sur cet angle. D'accord. Et on voit très bien les hauts d'ailleurs qui ont respecté cet angle. Donc ce canal de régression, puisque c'est plus une fourchette d'Andrews, a l'air donc d'être vu par le marché. Et on voit que cette zone des 4780 correspondrait à un retour sur sa ligne médiane. Vous vous rappelez, par action-réaction, souvent le marché revient tester la ligne médiane, et c'est là que nous avons un point d'arbitrage. C'est-à-dire, est-ce que le marché va vouloir repartir, sachant que c'est une zone de prise de bénéfice pour ceux qui vendaient le haut du canal, et donc rebond technique potentiel, puisque prise de bénéfice d'une part, et puis des obliques de soutien un peu partout, en plus d'un support Fibonacci, d'un support chartiste. Donc cette zone-là des 4780 est pas mal pour se dire qu'on aurait terminé donc une sous-vague 4, c'est-à-dire qu'on aurait fait 1, 2. Vous voyez le décompte, il a l'air d'être à peu près ok, hein. On a ici une vague 1, 2, puis 3, vous voyez la bougie rouge, 4, 5, donc vague 1, puis vague 2, puis on fait 1, 2, 3, 4, 5, donc vague 3. Et puis nous sommes donc en train de faire la vague 4 de ce mouvement, qui ne peut pas donc pénétrer le territoire de la vague 1, d'où l'idée d'acheter sur cette zone, puisqu'on est finalement relativement près d'un stop qui serait quelque part donc dans cette zone, et pour viser donc le haut de ce triangle potentiel. D'accord, donc ça peut nous offrir un risque reward tout à fait décent. Ce qui va être surtout intéressant après, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver sur cette zone. Moi, je pense que si le marché arrive sur cette zone et que vous avez acheté là, il y a un risque de retracement important, donc je pense qu'il faut vraiment prendre une grosse partie de vos bénéfices. Hein, c'est pour moi assez clair. Donc sur les 5100, soit le marché revient ici chercher cette zone-ci et puis repart. Donc à ce moment-là, on aura une vague finalement, ça pourrait être donc une vague pas ABC, mais 1, 2, 3, et puis 4. Attention, il ne faut pas franchir ce seuil. Donc on aurait un niveau d'invalidation pas loin
du sommet de cette vague A, qui serait donc une vague 1 dans une hypothèse 1, 2, 3, 4, 5. Donc on aurait ici une zone potentiellement d'achat, mais ici aussi c'est une zone intéressante, puisqu'en fait on aurait ici un support Fibonacci, de nouveau un retour sur cette tendance, et puis cette oblique, j'ai envie de dire ce support dynamique en soutien, qui pourrait donc également agir dans le sens d'un rebond technique. Et si c'était ça, ça veut dire qu'effectivement, si on voit ici du 3 temps se développer au moment où on arrive là, eh bien, on aura de plus en plus la confirmation d'un triangle héliotiste, puisque les triangles héliotistes sont censés se faire en des vagues en 3 temps, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si on a 1, 2, 3, eh bien, nous aurions fait une vague B, une vague C, et donc du coup, un achat sur cette zone avec un stop sur les derniers bas prendrait son sens, puisque cette fois-ci, on ne viserait pas le haut du triangle, mais on viserait une cassure. Vous voyez, on serait censé dans cette hypothèse de travail avoir 5 vagues, donc 1, 2, 3, vous voyez, il ferait 4, il ferait 5, mais de toute façon, la dernière vague n'est pas censée, j'ai envie de dire, battre après votre point. Donc si j'avais vous acheté ici, et que vous aviez votre stop qui était quelque part par là, dès que le marché revient là-haut, vous pouvez prendre par exemple une petite partie de vos bénéfices, et puis vous mettre stop 0. Et là, vous attendez calmement que le marché vienne casser cette structure avec donc des objectifs de rupture de cette configuration en triangle et donc une reprise de la tendance de moyen terme. D'accord? Et donc on aurait ici, je reviens sur le graphe de moyen terme. Alors j'espère que le son n'est pas saccadé ni haché, hein. Indiquez-moi sur le chat si tout va bien de votre côté. Et donc voilà, donc on retrouve notre configuration, on retrouvera ici notre configuration en triangle avec rupture donc et certainement une recherche par le marché au moins du canal, ce canal-ci qui a été ajusté hein, sur les bas. Hein. Donc c'est également en fait un canal de régression. Ok, et on voit que le marché suit plus ou moins l'axe médian des prix. Ce canal est assez fragile en fait dans le sens où les réactions sur la ligne médiane sont vraiment pas évidentes. Euh, bon, on peut aussi positionner simplement la fourchette d'Andrews en attendant de savoir plus. Mais c'est pas tellement de toute façon ce canal qui est réellement important pour l'heure. Je pense que ce sont vraiment ces deux obliques là de soutien qui nous apportent l'information. Comme quoi une consolidation peut encore apporter une forme de latéralisation. Voilà. Donc indiquez-moi si tout est toujours ok hein, de votre côté au niveau du son et de l'affichage. Je vois que mon PC souffre un peu. Alors, j'ai également produit en début de semaine une analyse sur l'US dollar. Alors, l'analyse sur l'US dollar, je vais vous l'afficher. Si mon PC réagit, il a beaucoup de mal. Je vais en profiter pour OK pour le son, c'est bon. C'est parce que j'ai un temps de latence également sur mon PC, vous voyez, dès que je veux afficher. Bon, je vais switcher sur la vue journée. Je crois que j'avais l'US dollar. Vous voyez, donc ça c'est ce que j'ai également envoyé en début de semaine. Alors je vous invite à lire hein, l'article que je vous ai envoyé sur l'US dollar en début de semaine. Euh, Bon bah écoutez, force est de constater hein, que le dollar s'est affranchi de sa résistance hein, des 12 210. Donc dans une configuration en triangle, ce que j'indiquais dans l'article, c'était que cette configuration en triangle est assez moche en fait. Donc c'était un peu... moi j'espérais hein, que l'US dollar continue de latéraliser, voire même retrace sur une zone, on va dire, plus intéressante. Bon bah vous avez vu hein, la statistique de fin de semaine dernière sur les statistiques pardon, du chômage américain. Non-farm payroll, donc le chômage en fait non agricole, a été tellement éclatant que le marché n'a pas hésité une seule seconde et donc a fracturé donc ce grand range hein, qui avait cours depuis voyez, mars 2015. Et donc
face à un mouvement comme ça, ça veut simplement dire que les attentes du marché sont à peu près évidentes, hein. Ils sont en train de pricer le fait que la Fed va a priori donc augmenter ses taux et donc ils sont en train de se ruer sur le dollar tout simplement. Et c'est donc un mouvement qu'il faut respecter avec, je pense, un objectif vers les 12004-12005. Donc ça, c'est évidemment, si on parle de l'indice hein, US dollar FXM index, sachez que c'est un indice qui est propre à FXM. Si on regarde en fait l'US dollar Dow Jones, lui, il ne montre pas du tout une configuration en triangle. Il montre en fait une configuration en zigzag. Et donc ici avec un bas qui est plus bas que celui-là. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ici c'est assez moche. C'est que finalement c'est un panier de devises finalement différent qui est utilisé où j'ai envie de dire c'est un panier non seulement qui peut être différent, je ne sais pas si dans le Dow Jones on a le même panier en fait de devises, mais c'est surtout la pondération utilisée qui est différente. Parce que clairement dans les échanges, en fait l'indice US dollar est censé refléter la force relative du dollar par rapport aux différentes devises qui lui font face. Vous imaginez bien que si dans ce panier de devises on devait n'avoir que l'euro USD et par exemple l'AUD USD, pardon, eh bien on pourrait pas, ce serait pas juste, j'ai envie de dire, de pondérer autant l'AUD face au dollar que l'euro face au dollar, parce que l'euro-dollar représente, je crois, 80% des échanges, en fait, voyez, sur le dollar. Donc en fait, le poids de la paire euro-dollar est extrêmement fort dans l'appréciation du dollar lui-même vis-à-vis de cet indice. D'accord. Donc, comme il y a des pondérations qui sont différentes entre l'US dollar FXM index et l'US dollar de Jones, eh bien on a a fortiori des configurations chartistes différentes. Alors moi je ne sais pas vous dire laquelle il faut utiliser, tout ce que je peux vous dire c'est que celle que nous avons c'est celle d'FXM et qu'il faut donc euh, regarder quelles sont sur notre plateforme MarketScope les configurations chartistes et finalement trader ou analyser ce que l'on voit sans forcément euh, comparer euh, cet indice avec l'autre étalon donc qui est l'US dollar de Jones index. Donc ici nous avons une consolidation à plat sur cet index, sur cet indice, et nous avons une expulsion vers le haut, et donc il faut respecter cette expulsion, sachant que dans ce genre de situation, en général, quand on a une figure qui ressemble à un triangle symétrique, ici, eh bien, moi j'aime utiliser en fait une extension, c'est pas une expansion, hein, c'est une extension Fibonacci. Donc vous prenez en fait simplement, c'est comme si vous en fait vous utilisiez un niveau de retracement Fibonacci, mais au lieu de regarder les niveaux intermédiaires de retracement, vous allez faire en fait une extension à 618. Et ce niveau d'extension coïncide en fait avec une résistance de moyen terme Fibonacci sur cet index, donc les 12 400, 12 500, c'est la zone à partir de laquelle je pense que le dollar va de nouveau retracer. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est qu'un triangle, c'est souvent synonyme de vague 4. Et donc une vague 4 eh bien, est toujours suivie d'une vague 5, mais c'est une fin de mouvement, d'accord. Puisqu'après une vague 5, on a un retracement important, qui peut être 38,2 ou 50% de toute la hausse du début de la vague 1 jusqu'à la vague 5. D'accord. Donc c'est vrai que dans cette hypothèse de travail, la zone des 12004-12005, qui correspond à des hauts de canaux, un retour sur le haut de canal, à des niveaux de résistance, à un niveau d'objectif de ce triangle, sera une zone à mettre sous vigilance forte, puisque on peut avoir un retournement sur ce seuil. En tout cas, tant qu'on n'a pas atteint cette zone,
moi j'ai envie de dire que ça donne envie d'acheter le dollar sur des niveaux, sur des retracements, sur des pullbacks éventuels, ou alors se mettre en intraday. Vous voyez ici, on a atteint la ligne médiane de cette fourchette d'Andrews et donc on consolide tranquillement. Mais voyez, sur rupture si on fait une petite consolidation à plat ici, sur rupture des derniers hauts journaliers, eh bien il y a tout lieu de penser que le mouvement va reprendre. D'accord? Donc ça c'est ce genre de choses que vous pouvez après trader en intra, c'est-à-dire que vous avez en fait un biais haussier, vous connaissez a priori l'objectif à partir duquel vous voulez prendre vos bénéfices, au moins une grande partie de vos bénéfices, et la vague de fond est haussière, essayons d'en profiter. Donc là c'est vrai qu'ici, pourquoi pas essayer de se positionner dans des unités inférieures comme le M15 par exemple, pour faire de l'intraday. Alors tout ça, ça veut dire quoi quand même? Ça veut dire que le dollar est haussier jusqu'à preuve du contraire. D'accord? On est en train de développer un mouvement d'impulsion. On a latéralisé quand même pas mal de temps. Depuis mars 2015, on latéralise. Donc on a accumulé de l'énergie pendant toute cette phase en fait ici de latéralisation. Donc il faut respecter le mouvement en cours. C'est un mouvement très impulsionnel suite au NFP. Et donc même si des retracements sont possibles, tout le monde, j'ai envie de dire, le consensus fait que ce genre de statistiques peut pousser la Fed à intervenir avant la fin de l'année pour une hausse des taux. Et qui dit hausse des taux dit mouvement de capitaux vers le dollar, puisque monnaie plus rémunératrice en termes de taux d'intérêt. D'accord? La vraie question, c'est de se dire, est-ce que ce mouvement a déjà été pricé tout au long de cette ascension et que qu'est-ce qui se passera donc le moment venu, c'est-à-dire quelques sessions après la publication si elle a lieu avant la fin de l'année, hein, de ce changement donc de taux. Alors, en attendant, nous sommes donc bullish sur le dollar et donc nous sommes bearish sur l'euro USD. Alors, l'euro USD, en daily, le voilà. Donc, on est sur un niveau de support. Nous sommes sur un niveau de support. Je vais déplacer cette fenêtre. Vous voyez, on est sur un niveau de support. Hein. Vous voyez toujours les mêmes niveaux. Quand on est dans un mouvement qui est impulsionnel et qui n'est pas un mouvement de retracement, donc un mouvement relatif à la tendance de fond, je place une expansion 1, 2, 7, 2 et pas 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6, c'est plutôt pour des vagues A égale C. Dans le cadre d'une impulsion, je place un niveau plus ambitieux avec un objectif de toute façon qui serait vers les 1,0420. Alors si vous suivez un petit peu les vidéos qu'il y a sur DailyFX, vous avez pu voir celles qui sont émises par Professeur Forex, qui émet également donc des niveaux de consensus relatifs aux banques. Et les banques sont tous bullish sur le dollar et bearish sur l'euro. Et elles sont également bearish sur les UD, donc on va y venir. Toujours est-il que l'euro USD est actuellement donc sur un niveau de support Fibo. Il est sur la ligne médiane de cette fourchette d'Andrews, hein, qui est très objective puisqu'elle est positionnée sur les hauts, les bas et les hauts respectifs. Et donc nous sommes en train de déployer a priori, donc après avoir cassé le flag, une vague 1, 2 et 3. Donc nous sommes en train de développer cette vague là. Alors en théorie eliotiste, la vague 3 va souvent rechercher un niveau 1,618 de vague 1, 2. Donc même si nous sommes sur une zone de support intermédiaire, on peut avoir un retracement potentiel et puis de nouveau après une dépréciation donc de l'euro. Vous voyez ici, on arrive vite sur des niveaux de résistance. Vous voyez, il y a, enfin, je crois que essayer d'acheter de l'euro, ça reste de toute façon une très mauvaise idée quand on voit ce qui se passe, quand on voit le fondamental et quand on voit cette fourchette d'Andrews qui est ici, qui est très bien respectée, vous voyez, au niveau de la ligne médiane. On a des bons contacts, vous voyez ici les niveaux de pullback, parfait. Donc le marché voit cette fourchette, et bien le marché va être attiré par le bas de ce canal, tout simplement. Et sur le bas de ce canal, ok, on devrait trouver donc à ce moment-là, je pense, un soutien et un rebond des cours. Mais en attendant, on est en train de développer cette vague 3 qui est très impulsionnelle,
et donc il ne faut pour moi n'essayer de prendre que des ventes sur l'euro USD. Donc après, là, vu là où on est, c'est pas forcément évident que le marché la fracture d'un bout. Je pense qu'il peut retracer. Ce retracement ne va pas nous intéresser en termes de positionnement. Par contre, euh, il pourrait être intéressant de regarder quels seraient les seuils sous lesquels, on va dire, on rechercherait de nouveau à se positionner ou à renforcer dans le sens donc de cette tendance. Donc c'est vrai qu'ici on a un niveau de résistance sur les 1,08 sur les 1,08 en fait. Donc ce niveau de résistance, vous voyez, il est ici, on l'a déjà testé une première fois. Donc est-ce que le marché va vouloir retester, vous voyez, cette zone avec ici bon, une oblique qui exprimait plus un angle qu'un niveau de résistance, puisque vous voyez qu'ici c'est un peu difficile d'être objectif en disant que c'est une résistance dynamique. Néanmoins, ça correspond en fait à une fourchette de plus d'ordre supérieur, donc c'est pour ça qu'elle figure sur mon cours, sur mon graphe, pardon. Mais vous voyez donc un repli sur ce niveau-là, par exemple, les 1,08, en fait, entre les 1,08 et les 1,09, j'ai envie de dire, je ne sais pas si les 1,09 vont être recherchés, on peut avoir dans de l'intraday des niveaux d'intervention intéressants pour, cette fois-ci, le rechercher beaucoup plus bas, hein, c'est-à-dire carrément le bas du canal Andrews. Okay, donc si en intraday, le marché retrace sur cette zone-là, les 1,08, et vous offre une petite bougie de retournement, ma foi, vous pourriez vite avoir un risque-reward supérieur à 1 pour 3 pour viser une continuation de la tendance de fond. D'accord. Donc pour moi, ça me paraît assez clair. On peut regarder la vue moyen terme sur l'euro que je vais afficher. Voilà. Donc là, vous connaissez ma vision moyen terme hein, sur l'euro. Vous savez que j'étais résolument bearish et que j'attendais en fait un point d'entrée. J'aurais voulu que le marché aille un peu plus haut. Mais écoutez, le marché a cassé donc le fameux flag. Et bon bah vous voyez ici, on a une belle impulsion. On voit cette phase de latéralisation très moche, mais qui se révèle en fait être un flag quand on voit la vue journée. Et là, on est en train de réaliser potentiellement, alors il faudra attendre évidemment la fin du mois, mais on est en train d'attaquer les clôtures mensuelles donc de mars-avril. Hein, d'accord. Donc le marché là est en train d'attaquer les plus bas en clôture des derniers mois. Donc ça montre en fait que le marché est en train de prendre sa direction et que a priori il a bien trouvé résistance ici sous cette mini MLH et qu'il va aller rechercher donc cette oblique qui est ici, vous voyez, positionné sur les hauts, les bas qui est ici. Donc cette oblique qui est ici, qui montre donc de la polarisation, peut également donc de nouveau montrer un soutien, c'est-à-dire sur la zone des 1,0, 1,05. C'est pour ça que je pense qu'il va être compliqué de viser plus bas sur l'euro. Je pense que la parité, c'est quand même quelque chose de très symbolique. Et que si le marché vient rechercher la parité, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'investisseurs pour espérer un cours en dessous de cette parité. Il faut savoir que au niveau de la zone euro, de toute façon, il faut que la valeur de l'euro face au dollar soit à un niveau acceptable pour les différents donc, pays qui constituent donc, la zone euro. Acceptable à la fois pour les importations, parce que mine de rien, moins l'euro est cher face au dollar, plus il est cher d'importer, d'accord, tout ce qui peut être en dollars. Donc ça tombe bien en ce moment, les matières premières sont plutôt pas chères du tout. Donc même si l'euro est faible, on n'a pas trop de problèmes, j'ai envie de dire, en termes de coût d'acquisition des matières premières, puisque leur prix s'est effondré. Je pense notamment au pétrole. On pensait bien que si on avait un pétrole qui est en valeur dollar à 100 dollars le baril, avec un euro qui se casse la figure face au dollar, ça veut dire que le baril, on va le payer beaucoup plus cher. D'accord, puisque le dollar en fait coûte plus cher en termes d'euros. Donc c'est pas le cas. Donc c'est pas le cas. Alors visiteur qui nous dit oui, de temps qu'on a une fourchette beaucoup plus importante dont la borne basse forme actuellement un support.
Moi, la fourchette que j'ai d'ordre supérieur, non, j'ai pas forcément l'historique pour pouvoir afficher une fourchette d'ordre supérieur, donc je me garderai bien de le dire. Mais toujours est-il que, juste pour finir mon discours sur l'importance en fait d'avoir un bon prix d'euro face au dollar, c'est que il est certes intéressant d'avoir un euro faible pour les exportations, je pense notamment à des pays comme l'Allemagne, hein, qui exporte beaucoup, la France qui exporte beaucoup. Alors l'Allemagne avait un moins de problèmes que la France, parce que l'Allemagne, en fait, même si on a tous en tête hein, maintenant l'énorme en fait séisme qui a eu lieu récemment avec le, voilà, les manipulations sur les taux d'émission de carbone sur les voitures Volkswagen, bon, il n'en reste pas moins que dans l'inconscient un peu collectif des gens, les Allemands sont des bosseurs et qu'ils font de la qualité. D'ailleurs, c'est quelque chose qui vient de étrangement, enfin pas si étrangement que ça, mais qui vient de la Seconde Guerre mondiale. Même si je m'écarte un peu, comme ça vous saurez l'historique. Euh, En fait, le monde entier a quand même été assez épaté par les machines de guerre allemandes qui étaient non seulement robustes, mais qui avaient aussi, qui ont longtemps pardon, eu un avantage technique sur la concurrence. Et donc, il est resté de cette période-là un sentiment général que les machines allemandes étaient des machines solides et de qualité, et que force est de constater qu'elles le restent sur les machines qui aujourd'hui sont exportées donc par ce pays au travers le monde. Donc eux souffrent moins d'un euro fort pour leurs exportations, puisqu'ils sont sur du haut de gamme. Par contre, des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, qui sont sur des niveaux donc euh, plus, on va dire, moyens, ouais, c'est des produits plutôt moyenne gamme, eh bien, souffre beaucoup plus donc de l'impact d'un euro fort. Donc c'est à mettre en balance avec donc petit commentaire de Valérie que je salue au passage. Bonjour Valérie. Et donc voilà, donc il faut mettre en balance un euro faible ou un euro fort au regard des importations ou des exportations, et évidemment au niveau de la zone euro. Donc c'est une valeur un peu moyenne, vous voyez. Par exemple pour la France, je sais qu'un euro 20 à un moment donné, quand on regardait les coûts relatifs au pétrole, d'importation, etc., enfin 1,20 € ça correspondait finalement à un équilibre intéressant pour la France, c'était plus désavantageux pour l'Allemagne, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau des autres pays, mais toujours est-il que 1 € qui viendrait à la parité face au dollar aurait donc certainement donc des conséquences, hein, on va dire, sur le plan à la fois des exportations et des importations, et dont je ne sais pas mesurer s'il serait bénéfique en absolu et en termes de moyenne pour la totalité de la zone euro. Ça, je ne sais pas le dire. Toujours est-il que, bon, pour l'instant, ça fait quand même nos affaires, hein, le fait d'avoir 1 €, et heureusement que nos importations coûtent moins cher, attention, hein. Mais donc, ça fait nos affaires d'avoir un euro faible, et c'est vrai qu'avec des matières premières pas chères du tout, je pense que même si l'euro arrivait à la parité, ça ferait les affaires de la France aujourd'hui aussi. Donc, pression sur l'euro, QE, quantitative easing, de la part de la BCE, tout ça, ce sont des éléments fondamentaux qui poussent à une dépréciation de l'euro, aggravée par le fait que la Fed, elle, peut remonter ses taux d'intérêt. Donc vous pensez bien que ce- cette méandre en fait d'informations, eh bien l'euro USD dévisse. Voilà. Et donc, alors Valérie qui nous poste un joli graphe que je poste à vous, vous voyez, donc n'hésitez pas à poster également vos propres graphes. Ok, donc on voit mieux la fourchette qui était évoquée. Ok, donc nous avons effectivement ici, alors moi c'est une fourchette de long terme, hein, donc je ne l'ai pas sur mon graphe, et donc c'est ce qui peut expliquer effectivement la raison pour laquelle nous avons été ici embutés. Bon, après on peut aller mordre et mécher le bas de cette fourchette d'Andrews. Moi, je pense vraiment que voilà, les 1,05, la zone des 1 peut vraiment être recherchée. Ok, alors on va switcher, puisque l'heure tourne, on va switcher sur le GBP. Alors le GBP qui est ici.
Alors, j'attends que le graphe s'affiche avec quelques secondes de retard. Voilà. Bon, le GBP, j'espérais, quand on était en vue journée, d'ailleurs je vais l'afficher de suite, ce sera plus parlant pour vous. Le GBP, j'espérais qu'il aille rechercher une zone un peu plus haute. Plus on se rapprochait de cette zone donc de résistance, j'ai envie de dire, donc le haut de ce canal de régression, et bien plus la situation était intéressante pour des raisons que j'ai évoquées sur mes précédents webinaires, puisqu'il y avait des niveaux d'invalidation, etc. Et donc avec un plan qui était clair, hein, c'était essayer de shorter le GBP. D'accord. Autant l'euro, on recherchait donc des points de vente, autant pour moi le GBP c'était la même chose. Et honnêtement, c'est vrai que dans le cas de figure où nous avions ici une vague 1 en diagonale d'initialisation, donc 1, 2, 3, 4, 5, j'espérais avoir une vague 2 qui aurait été un peu plus haute pour aller rechercher ce niveau de résistance ici, pour nous offrir en fait un point d'entrée optimum avec des niveaux très serrés relativement à l'amplitude que le GBP peut avoir donc à la baisse. Bon bah malheureusement ça n'a pas été le cas, et honnêtement vendre du GBP sur ce seuil qui était ici avec un bas, donc une ligne, une oblique et des niveaux de support en dessous, c'était pas évident, il fallait un NFP pour casser tout ça. Et donc le NFP a parlé, la poudre a explosé, et donc le mouvement d'impulsion est parti. Et donc vous voyez, bah, finalement le GBP continue d'osciller assez salement d'ailleurs, puisque c'est beaucoup de chevauchement à l'intérieur donc de ce pseudo canal qui est ici. D'accord. Donc le plan reste le même, essayer de trouver des zones de vente pour ce GBP USD. Donc vous voyez ici, on voit une vague 1, 2, 3, 4. Donc si la vague 4 nous amène quelque part ici, vous voyez, sur les 1, 52, 63, eh bien on sera sous résistance, plus ou moins en pullback de cette oblique. Et donc je pense que ça serait intéressant de shorter le GBP. Alors vous pouvez également positionner une fourchette d'Andrews, hein, ici. Je vais le faire. Donc qui peut nous indiquer, alors j'ai quand même un petit souci, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi en fait ici cette fourchette d'Andrews elle risque d'être un peu compliquée pour nous. C'est que il y a plusieurs pieds possibles pour le premier pivot en fait, hein, de cette fourchette d'Andrews. Vous voyez ici on a affaire à quantité de bougies, de toupies, et donc par expérience je sais que ce genre de choses peut parfois apporter des surprises au niveau des fourchettes d'Andrews. Donc j'en tiendrai pas forcément, pas forcément compte. Néanmoins, si je prends le point le plus haut, donc le point objectif, vous voyez quand vous avez des règles de trading, quand vous avez en fait des schémas d'analyse, il vous faut des règles d'or. Donc la fourchette d'Andrews, à partir du moment où vous voulez tracer une fourchette d'Andrews, je parle d'une vraie fourchette d'Andrews, bah, il y a pas 36 façons de faire, hein. Il faut prendre vraiment les points objectifs, c'est-à-dire les plus hauts, les plus bas, les plus hauts. Mais parfois, on a des bougies qui donnent vraiment les mêmes plus hauts. Ça arrive. C'est-à-dire qu'on a vraiment ici, là-haut, une grosse résistance, et toutes ces bougies ont méché sur le même seuil sans le dépasser. Donc on a le choix entre plusieurs bougies. Donc quand c'est comme ça, je peux vous dire que votre fourchette, elle est fragile, surtout son angle. Bon, ici c'est pas le cas, puisqu'on a quand même une mèche qui est plus haute que les bougies précédentes. Donc objectivement, voilà notre fourchette d'Andrews. Donc vous voyez, si le marché revient ici, sur cette zone-là, donc s'il venait à retracer jusqu'à cette zone-là, eh bien ça peut être intéressant, puisque nous aurions trois éléments en fait en notre faveur. Nous aurions à la fois donc le haut de ce canal Andrews, nous aurions cette oblique, et nous aurions ce niveau de résistance chartiste
et Fibonacci, c'est-à-dire les 1,5263. Donc tout retour sur les 1,5263, j'ai envie de dire, est intéressant dans le cadre donc d'une recherche de short sur les GBP pour aller viser donc des niveaux plus bas, et je pense notamment au 1,4872 qui est, voyez, une zone de prix qui a été très travaillée par le passé et qui va, à mon avis, offrir de nouveau un support. Donc maintenant, je ne sais pas du tout si le marché va nous donner cette zone-là. Ce que je vous dis surtout pas, c'est qu'il faut acheter le GBP. Ça, je ne vous le dis pas. Par contre, ce que je vous dis, c'est que si les 1,5240 sont recherchés, eh bien, on aura à ce moment-là à peu près 50% de retracement de cette vague qui est ici. On aura eu du 1, 2, 3, 4 temps avec une vague 5 à venir. D'accord? Et à ce moment-là, vous pourrez même mettre en fait un niveau d'expansion 0,618 de toute cette vague qui est ici et qui va certainement coïncider avec donc, cette zone des 1,4863. On pourrait même le faire en termes de simulation. Si je devais donc prendre ce point-ci, le point bas qui est ici, aller jusque là, eh bien nous y serions presque. Alors d'ailleurs j'ai pas pris le bon point, autant pour moi. C'est ce point là qu'il faut prendre. Alors j'attends voilà, que la fenêtre s'affiche, puisqu'on a notre vague. Voilà. Alors ça je vais l'annuler, désolé. Petite erreur de manipulation qui est due en fait à un lag sur mon écran. Et vous voyez le temps, j'ai quelques secondes également, c'est le CPU de mon ordinateur qui souffre un peu aujourd'hui. Voilà. Ah bien écoutez, on va vite faire échappe. Voilà. Donc je vais repositionner ce niveau d'expansion et après on va venir parler de l'AUD. Ouais, bon, vous voyez en fait ici pour calculer la vague 5, si le marché devait revenir ici, on a deux objectifs possibles, les 1,4940 ou voire plus bas, donc les 1,4750 avec ce niveau de support également qui est ici. Donc c'est pas très propre, je vous l'accorde, mais globalement ça veut dire un marché qui peut continuer de coulisser donc au travers donc de ce canal ici de régression que forment les cours donc depuis juin 2015. D'accord. Alors après, est-ce qu'il peut transpercer tout ça? Ça, je ne sais pas vous le dire. C'est vrai que moi, quand je regarde ma vue mensuelle, j'ai un biais baissier hein, sur les GBP, mais bon, on avait une grande, je ne vais pas revenir hein, sur ça, puisque ça c'était un des premiers webinaires que je vous avais fait. Le GBP, il quand même une super forme davantage, hein, l'euro, puisque l'euro est déjà en train d'attaquer en fait ses plus bas si on devait comparer les graphes. C'est pas le cas sur le GBP. On a cette oblique là qui passe ici, hein, c'est une oblique Andrews. Bon bah si jamais on revient à la casser, je pense vraiment que le marché va pouvoir les retester, les 1,4560 de toute façon, c'est-à-dire les rechercher les plus bas, les derniers plus bas mensuels. Donc attention, de toute façon pour le moment, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est le dollar qui drive vraiment le marché, puisque toutes les devises sont baissières depuis le NFP face au dollar. Alors, on va passer à la UD-USD, puis l'USD-CAD et l'USD-Yen. Donc on a encore matière à dire. Alors vous voyez donc là, je vous rappelle hein, mon niveau de support mensuel des 0,70-20 sur l'AUD qui avait fait réagir les cours. Hein. On avait eu une première fois un doji, une réaction haussière, et puis de nouveau derrière, de nouveau en fait une baisse, hein, même si la bougie n'est pas terminée, entendons-nous bien. Force est de constater que pour le moment, il n'y a pas de rebond clair. Enfin, il n'y a pas de rebond du tout. D'accord. Ici, j'aurais vraiment préféré avoir une bougie, on va dire un peu plus pleine. Finalement, la ligne médiane de ce canal fait résistance. Vous voyez cette ligne médiane qui est ici, cette oblique, qui a fait support ici, et bien maintenant agit comme une résistance. Vous voyez, et on fait des mèches dessus. Donc on a
une résistance oblique, on a des niveaux de résistance devant nous, Fibonacci et chartiste. On est sur un niveau de support de moyen terme, on est dans le cœur d'un magma finalement, qui n'est pas du tout évident, et franchement, euh, puisqu'il n'y a pas eu de réaction claire haussière, je ne suis pas sûr que ces zones de soutien qui sont ici, ces fameux obliques de moyen terme, cette warning line qui est ici, ces niveaux de support Fibonacci, je ne suis pas sûr que tout ça va tenir. Je deviens maintenant relativement prudent, même sur la UD-USD. Vous voyez, il y a rien de pire que de s'enfermer. Vous voyez, bon, c'est une oblique de moyen terme qui passe par là. Il n'y a rien de pire que de s'enfermer en fait dans un biais en termes d'analyse. À un moment donné, il faut regarder l'action des prix. Ici, nous sommes en mensuel, et l'action des prix ne va pas dans le sens d'un rebond, j'ai envie de dire, technique des cours pour le moment sur la UD-USD. Alors, l'affaire n'est pas encore tout à fait entendue, puisqu'on est donc dans un nœud. Okay. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on vient casser donc ce plus bas mensuel sur la UD, vous voyez la mèche qui est ici, donc si en clôture on vient casser donc ce bas, euh, pour le coup, je pense que la messe sera dite, parce que vous voyez, donc c'est le niveau des 0,70 finalement. Si on vient casser en clôture le niveau des 0,70, il n'y a plus rien en dessous en fait. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que finalement après les prochaines zones de support, vous voyez, c'est vers les 0,65. Vous voyez, ici on a un niveau Fibonacci qui coïncide en fait en clôture avec des niveaux de support chartiste. Et donc casser les 0,70, les 0,69 en clôture, c'est ligne directe, j'ai envie de dire, vers les 0,65 pour moi. D'accord. Et donc simplement parce que il n'y a pas grand chose pour retenir les cours en dessous. D'accord. On se sera franchi d'une zone de support tellement importante pour moi, vous voyez ici également un support chartiste, que le marché, c'est qu'il aura pris sa décision et qu'il redeviendra donc directionnel sur la UD-USD. Et à ce moment-là, on visera naturellement le prochain niveau Fibonacci. Bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est à l'intérieur donc de finalement ce croisement de résistance, de support de différentes natures. Et bien malin sera celui qui saura comment tout ça va se terminer, mais prime quand même à la force du dollar évidemment. Et donc je ne peux pas préconiser donc d'achat pour le moment. Je ne peux plus préconiser d'achat sur la UD-USD. D'ailleurs, on peut le voir également sur les matières premières. Les matières premières avaient pas mal d'éléments pour nous dire qu'on pouvait avoir un rebond technique, mais finalement le dollar l'emporte. Donc respectons tout simplement ce mouvement. On peut voir l'USD CAD, donc l'USD CAD en mensuel. Vous voyez l'USD CAD, même si vous voyez dans mes schémas, le plan était donc d'essayer, au moins dans cette unité de temps, de rechercher en fait une zone intéressante pour se repositionner dans le sens de la tendance de fond. J'avais donc indiqué les 1,2750 avec en pointillé donc une espérance que le marché vienne chercher cette zone pour très plein se positionner. Quand vous voyez un très plein, c'est que je recherche un achat ou une vente de façon claire. Quand vous voyez des pointillés, c'est que j'espère que le marché va faire ça. Ça ne veut pas dire que je vais shorter. Par contre, j'espère qu'il va le faire pour qu'il nous apporte en fait une zone plus attractive pour nous remettre dans le sens de la tendance de fond. Bon, alors force est de constater également que sur l'USD CAD pour l'instant, eh bien cet actif ne cède rien. On a eu un retracement donc sur mon niveau de résistance, les 1,3450, un retracement clair. Il a trouvé le bas de ce canal Andrews. Bon bah écoutez, pour l'instant il ne cède rien, même s'il arrive de nouveau sous résistance, on peut regarder en vue journée ce que ça donne. L'USD CAD reste pour le moment bullish, et vous voyez quand j'ai repositionné donc cette fourchette d'Andrews, quand je l'ai alignée sur les bas, on l'avait vu ensemble, on a eu ici un retracement donc qui s'est effectué à partir de ce seuil, qui n'a même pas été recherché la ligne médiane, et qui au contraire a buté sur cette ligne donc de support qui est ici, pour finalement
casser dans la foulée la fourchette, le canal d'Andrews, le canal de régression, pardon, et réaliser un plus haut. D'accord. Donc maintenant, eh bien, le marché, eh bien, il est sur support. D'accord. Et même si devant nous, on a du dur, c'est-à-dire qu'on a cette oblique qui est ici, qui va faire office de résistance, et on a cette résistance naturelle, eh bien, à l'image de ce que j'ai pu dire sur l'euro et les autres devises, tant qu'on est bullish, tant que le marché nous montre qu'il est capable d'envoyer des mouvements d'impulsion haussiers, eh bien, il faut respecter le mouvement, tout simplement. D'accord. Donc à ce moment-là, c'est essayer de se positionner à bon prix dans le sens de la tendance de fond. Si vous prenez des positions intraday, pensez donc à prendre des bénéfices assez rapidement, surtout quand on va arriver sur des niveaux de résistance comme cela. Mais voilà, continuer, j'ai envie de dire, de trader dans le sens de cette tendance. Donc ici, de toute façon, quand on voit un mouvement comme ça, pareillement, on peut y placer donc des niveaux d'extension, d'expansion Fibonacci. Regardez quels sont les seuils, 0,618, 1,618, ce sont des niveaux de résistance qui sont apportés par les cours, et agissez en fonction. Si le marché devait retester cette zone-ci, voyez les 1,3170 en retraçant comme ça, je pense que de nouveau, ce serait intéressant pour nous de nous positionner également dans le sens d'un achat. Et je suis pas sûr que le marché nous donne en fait un pullback de cette nature sur ce niveau de support. Je suis pas certain du tout. Peut-être qu'en fait ce support qui est là actuellement sera suffisant pour que le marché aille directement rechercher les 1,3412, donc le niveau de résistance que je vous ai indiqué. Alors, en ce qui concerne l'USD Yen, et on va en terminer sur l'USD Yen, donc je switch sur la vue. Voilà, donc c'est vrai que moi de mon côté, j'espérais que le marché nous offre des zones de repli plus importantes. Bon bah écoutez, le dollar est juste trop fort. C'est vrai que les chiffres américains franchement surprennent euh, tellement ils sont importants que bon voilà, il n'y a pas grand chose à faire contre ça. Il faut juste se mettre dans le sens du train et puis attendre des replis, j'ai envie de dire court terme, et puis vite se mettre stop 0 et essayer de profiter de la tendance du mieux possible. Donc ici sur l'USD Yen en mensuel, on arrive vite sous ce seuil de résistance, donc à peu près les 124, les 124,20, vous voyez. Pareil, on avait ce beau canal, donc on arrive de nouveau sous cette oblique, donc on est sous un niveau de résistance, c'est une warning line par rapport à ce canal de régression. Alors, Valérie qui nous donne un commentaire, Valérie qui est également un analyste idiotiste que je connais très bien, puisque c'est mon frère. Donc bonjour Valérie, rebonjour. Voilà, donc merci pour ton commentaire. Sur l'USD Yen, vous voyez donc cette résistance de moyen terme sur les 124,20, on y arrive. Donc est-ce que le marché va casser ça en force? Bon, je suis pas sûr. Par contre, à l'image de ce qu'on avait sur le DAX et le CAC, on peut très bien avoir ici la formation d'un triangle symétrique. Donc on a ici une oblique qui bloque les cours sur la partie supérieure avec une résistance devant nous. On a cette oblique de soutien, cette fois-ci haussière. Donc peut-être également la formation d'un triangle symétrique. Ce ne serait pas surprenant d'ailleurs, puisque vous le savez, l'USD Yen oscille un peu de la même façon que les indices. Donc ça se comprend d'ailleurs, puisque le yen est une valeur refuge. Donc si l'USD Yen s'apprécie, ça veut dire qu'il y a de l'appétit pour le risque, et notamment donc pour les indices. C'est la raison pour laquelle il y a une corrélation souvent forte entre l'USD Yen et les indices. Donc on retrouve à peu près le même schéma que sur le CAC ou le DAX, enfin surtout sur le CAC en particulier. Une oblique qui capte les cours par le haut, une résistance, une oblique de soutien. Ma foi, peut-être qu'ici on va avoir une formation en triangle. Je vous l'avais d'ailleurs évoqué dans la vue journée de mémoire, donc je n'ai pas changé d'idée. J'avais un biais haussier sur cette USD Yen et que je vais afficher donc en vue journée. Vous voyez,
Donc on est comme ceci. Et j'avais, tant qu'on était au-dessus de cet oblique un biais haussier, vous voyez, matérialisé par cette flèche verte qui est ici. Donc toute cette hypothèse de travail là maintenant n'a plus lieu d'être, puisque ce bas-là n'est pas battu. Évidemment, à un moment donné, il faut être pragmatique, hein. Quand on fait une analyse, on émet deux scénarios. J'ai un biais haussier au regard de cette structure qui était ici, vraiment une structure chevauchante. Quand vous avez un mouvement d'impulsion et une structure chevauchante, souvent vous avez une impulsion derrière, d'accord? Puisque c'est soit une vague C, soit une vague 1-2, et nous développons une vague 3. Mais si le marché venait à casser ce plus bas là, évidemment on se retrouvait dans une zone ici hyper shorteuse, puisque ça veut dire simplement dire qu'on avait cassé le canal haussier et en cassant en plus un bas, on va dire, important. Bon, bah maintenant, ça va être vraiment difficile de casser ce bas-là, du moins au regard de l'environnement actuel. Et donc, je pense que, comme sur les indices, voyez, on fait des vagues en trois temps, 1, 2, 3. On peut faire une vague en trois temps. Donc, moi, je dis attention sur la zone des 124. Est-ce que le marché va réussir à la transpercer et à ce moment-là, la vague 4 est ici? Donc si on bat ce haut qui est ici, je pense que ça sera le cas, puisque là, ça veut dire que cette zone de résistance, si elle est transpercée clairement, va après devenir un support, et donc je pense réoffrira un appui pour repartir vers des plus hauts. Mais pour l'heure, ça fait résistance, et donc je ne serais pas surpris, vous voyez, qu'une configuration triangle symétrique apparaisse, et ça serait une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que tout retour sur cet oblique qui est ici nous donnerait en fait une opportunité d'achat intéressante avec des stops qui seraient des stops sous les derniers bas. Alors techniquement ça devrait être celui-là, mais je pense que si on se place, si le marché revient tester cette zone-ci, si on se place en dessous des 117, des 117,50, bon, je pense qu'on sera plutôt pas mal, puisque en clôture, on voit bien que le support, c'est bien les 118,60, et nous aurions cet oblique également en soutien. Donc un support plus une oblique ferait que se positionner à l'achat ici, sur cette zone de pullback, serait intéressante. Bon, maintenant, vu le mouvement, je suis pas sûr qu'on viendra dans ce timing-là rechercher ce nœud ici, ce point d'énergie. On serait plutôt quelque part par là, mais ça ne changerait rien de toute façon à l'approche de fond. Voilà, bon bah écoutez, le temps est passé, c'est écoulé. Il est 17h. Je tiens à vous remercier pour m'avoir suivi. Merci à vous d'être sur donc cette live zone Daily FX. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite surtout demain un excellent jour férié. Profitez-en pour vous reposer, puisque vous savez que les marchés financiers fonctionnent un peu 24/24, mais il faut aussi savoir profiter et se donner des belles journées de repos. Donc voilà, merci Patrick. Je vous souhaite un bon 11 novembre à tous. Et moi je vous retrouve dès jeudi pour un nouveau point de marché sur un actif. Ça ne sera pas pardon un point de marché jeudi, ça sera un article, pardon. Je passe un peu de temps le matin pour essayer de vous trouver en fait une configuration soit qui est intéressante en termes d'opportunités, même si vous avez vu hein, les opportunités que j'avais trouvées sur l'AUD et sur l'or n'ont pas fonctionné. Le dollar est trop fort, donc les matières premières et les matières précieuses ont également beaucoup de mal face au dollar. Donc le 100% n'existe pas évidemment. Mais quand je vois en fait que le marché arrive sur des zones stratégiques pour moi qui sont intéressantes, j'essaye à ce moment-là de rédiger un article en fonction, ou alors c'est parce que le marché offre une configuration chartiste ou idiotiste intéressant qui peut donner des idées de trading. Donc c'est pour ça que je passe un peu de temps le matin à essayer de regarder quel est l'actif qui serait le plus intéressant à présenter, et à ce moment-là donc en découle un article technique. Voilà. Merci à vous, bonne soirée, je vous dis donc à jeudi pour un prochain article, et je vous souhaite une excellente semaine évidemment d'ici là. Merci à tous.